Bonjour à tous et bienvenue dans ce récap info. Vous le savez, les élections municipales approchent, c'est dans 2 mois. Pour en parler, je reçois aujourd'hui la candidate de La République En Marche à Grenoble, Émilie Chalas. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et vous êtes aussi depuis juin 2017 députée de la 3e circonscription de l'Isère que vous avez renvoyée à l'ancien maire Michel Destot. L'avenir nous dira si ça vous portera chance. C'est votre premier mandat électif, mais vous étiez auparavant directrice générale des services à Moiron, dans le Pays Voironnais. Première question relativement simple. Pourquoi, alors que des électeurs vous ont élu pour un mandat de député de 6 ans, en plein milieu, décidez de vous présenter à une autre élection? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que lorsque je me suis engagée dans cette campagne législative, j'avais un sujet qui me tenait particulièrement à cœur et que j'ai défendu sur les marchés pendant la campagne, qui était de transformer la fonction publique, ce qui est chose faite pour moi puisque j'ai été rapporteur du texte à l'Assemblée nationale et ça a été une grande chance de pouvoir porter mes idées à ce titre à l'Assemblée, avec comme point d'orgue les enjeux sur la prime de précarité et les contrats courts et précaires dans le service public. Donc c'est une cause que j'ai plaidée, que j'ai remportée d'ailleurs à l'Assemblée nationale contre le ministère de l'économie à Bercy qui était plutôt résistant sur cette disposition. Donc c'était une belle bataille et dont j'ai été témoin en fait toutes les années où j'ai travaillé en tant que fonctionnaire dans une commune où j'ai vu cette précarité. Donc c'était vraiment important pour moi. On a ensuite une réalité qui est de voir que voilà, la plupart des engagements que nous avions pris pendant la campagne sont aujourd'hui soit j'allais dire voté, soit en cours d'être voté. Donc c'est une belle satisfaction aussi de réalisation. Évidemment, tout n'est pas parfait, ça va de soi, mais on a fait ce qu'on avait dit et ça comptait dans mes engagements, ça compte dans mes engagements politiques. Et puis, il y a ce sentiment finalement d'obligation, cette envie irrémédiable d'œuvrer pour ma ville, Grenoble. J'y suis née, j'ai 42 ans. Et en fait, en entrant en politique par la mission de député, j'ai discuté, j'ai constaté de ce qu'était la réalité de Grenoble. Puisque quand on est habitant, on a un prisme, on a une fenêtre sur la ville, on a un mode de vie, etc. Et en fait, de devenir député, ça ouvre complètement le champ de la vision. Ça nous fait discuter aussi avec les acteurs du territoire, les habitants. Et voilà. Et en fait, ce que m'ont dit les gens de 2 ans et demi de mandat, c'est que quand même, il y avait un problème à Grenoble. Une difficulté pour la métropole, un manque d'attractivité, un essoufflement, un déclin même. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les habitants, les acteurs du territoire, et une baisse de la qualité de vie. Et Grenoble, c'est une ville que j'aime, que je porte dans mon cœur, et qui, je crois, rassemble des atouts voilà, indéniables de qualité de vie potentielle. Et donc, il faut finalement rassembler toutes ces énergies, cette dynamique, et avoir un porteur de projet qui ait envie pour Grenoble que tout le monde y vive mieux. Je crois que c'est le rôle d'un maire. Et enfin, évidemment, toute ma carrière, finalement, moi étant fonctionnaire, urbaniste, sociologue, toujours dans le bassin de vie de Grenoble et des environs, eh bien, m'a préparée en fait à cette candidature. C'est a posteriori, on se dit, bah oui, en fait, c'était évident. J'ai travaillé dans une mairie pendant 15 ans, j'ai travaillé à la réforme des services publics, j'ai travaillé dans l'urbanisme. J'ai travaillé dans la gestion des ressources humaines, de l'organisation des effectifs, au conseil aux élus, etc. Donc le territoire, l'ancrage local, la proximité est éminemment quelque chose qui m'attire et je crois que toutes ces raisons-là ont fait que je suis aujourd'hui candidate à Grenoble. Les deux n'étant pas cumulables, n'étant plus Oui. cumulables désormais, si jamais vous étiez élu, il vous faudra choisir? Non, la loi impose, en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si demain je gagne à Grenoble, eh bien d'office, je serai défaite de mon mandat de député. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vote aujourd'hui pour les députés en binôme. Nous avons un suppléant. Et en fait, le vote des électeurs qui ont voté pour moi sur la 3e circonscription ne sera pas défait, puisque c'est mon suppléant qui a fait campagne avec moi, qui siégera à l'Assemblée nationale. Donc nous ne couperons pas l'engagement que nous avons pris en 2017. Et si jamais vous n'êtes pas élu maire, mais élu conseillère municipale, vous pourrez continuer à être député? Bien sûr, je siégerai dans l'opposition, bien évidemment, pour continuer à porter ce que je porte aujourd'hui et continuer à dénoncer ce que je trouve être un mauvais projet pour Grenoble. C'est quoi le mauvais projet? Lequel? Vous pensez auquel? Ah bah, j'estime que... alors, je n'envisage pas qu'Alain Carignan puisse gagner la ville de Grenoble. On en reparlera. On en reparlera, j'imagine. Mais c'est surtout le risque d'un second mandat de la municipalité sortante qui m'inquiéterait. Donc c'est évidemment pour moi siéger dans l'opposition face à cette municipalité qui pour moi est trop dogmatique, trop idéologique et qui emmène Grenoble vers un chemin qu'ils ont choisi, qu'ils assument, mais que je n'espère pas pour Grenoble, que je ne souhaite pas pour Grenoble, à savoir un chemin de la décroissance. C'est quoi le plus gros défaut de la candidature d'Éric Piolle pour vous? L'idéologie.
l'enfermement dogmatique, le fait de ne pas écouter les gens qui le parlent. Vous savez combien d'habitants pendant la campagne depuis 4 mois, on a des ateliers citoyens, on fait du porte-à-porte, on fait du tractage, etc. Les gens nous disent « Ah mais j'ai écrit au maire, il ne m'a jamais répondu ». Ou en réunion publique « Ah mais on a l'impression qu'il ne nous écoute pas ». Ou des gens qui ont eu des rendez-vous avec lui. Voilà, le manque d'écoute, le manque de prise en compte de la parole en fait des habitants qu'il est censé représenter. Tous les habitants. Pas juste son électorat. Vous étiez 3 candidats pour La République En Marche, Olivier Sixt et Cécile Prost et vous. Les instances du parti vous ont désigné, certains l'ont regretté, estimant que, puisque vous êtes députée, vous étiez un peu la candidate de Paris. Alors, ça me fait quand même doucement sourire parce que, de mémoire, mais peut-être que je me trompe, je dois être la seule candidate qui est vraiment née à Grenoble et qui a habité et vécu toute ma vie à Grenoble. On va d'ailleurs voir quelques images, puisque sur votre site internet, vous avez publié des petites vidéos. On vous voit vous balader dans la ville. Exactement, mais c'est une réponse à ça, parce qu'on me dit parachuter de Paris. Non, mais on croit rêver. Non, non, je suis grenobloise, j'ai toujours vécu à Grenoble, dans une famille modeste d'ailleurs. Voilà, donc je suis grenobloise et nous communiquons là-dessus, bien sûr, parce qu'il y a évidemment, les opposants s'amusent à dire que Pourquoi je suis parachutée on dit ça, de Paris. à votre avis ? Parce que ça sert les discours des opposants, de dire que je suis parachutée par un gouvernement qui, soi-disant, va mal politiquement dans les territoires et que c'est plus facile de dire que cette jeune femme est parachutée que de dire « Ah oui, on a effectivement une vraie grenobloise qui sait de quoi elle parle, qui est compétente, et que tout destinait à être candidate à Grenoble, même si j'ai pas fait de hautes études à l'ENA ou etc. J'ai fait mes études, j'ai ma compétence, j'ai mon bagage, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, donc forcément, on a tendance à dire des choses, en l'occurrence fausses, sur ma candidature. Et pourtant, par rapport aux 3 autres candidats, qui sont des hommes, les 3 principaux en tout cas, Éric Piolle, Alain Carignon et Olivier Noublecourt, vous souffrez peut-être d'un déficit de notoriété, je le disais en préambule, vous êtes un peu nouvelle en politique. Comment vous comptez Oui, je crois que... Alors, il y a deux façons de répondre à cette question. La première, je pense que c'est un atout, parce qu'il y a toujours une envie chez les électeurs, chez nos administrés, partout en France, de renouvellement. Le renouvellement, ça a été nous en 2017, ça peut l'être si les Grenoblois décident ainsi en mars 2020, mais ce sera aussi ceux d'après moi. Vous savez, la politique n'a jamais été un objectif pour moi. Quand j'étais directrice générale des services d'une ville, je jurais mordicus que jamais je ferais de la politique, vous voyez, donc comme quoi... les choses évoluent, avancent, et la politique, c'est moi, ce sera après moi, et ça, c'est très important. Et l'idée pour moi, j'ai 42 ans, c'est de donner une séquence de ma vie à l'intérêt général, si les électeurs veulent de moi, très simplement. Et le deuxième, donc c'est un atout. Et le deuxième élément de réponse, c'est qu'effectivement, c'est un handicap, parce que lorsqu'on est une femme, eh bien, vous voyez, il arrive parfois que l'on soit méprisé, comme si on n'existait pas. Et donc, il y a seulement 3 candidats hommes, Éric Piolle, Alain Carignon, Olivier Noublecourt, et puis moi, voilà. Alors que, au sondage de Radio France, en septembre, avant même que je lance ma campagne, la liste et le projet que je menais, ce que j'incarnais, était déjà à 18% dans les sondages. Voilà, comme si je n'existais pas. Donc ça, c'est le premier mépris qui est toujours assez surprenant. Et puis, deuxième effet, c'est... dans la rue, au contact des gens, se dire « Ah, ce serait formidable une femme pour Grenoble ». Et puis le deuxième effet qui se coule, c'est dire « Mais oh là là, vous avez du courage, ça doit être dur quand même, mais vous avez les épaules, et sinon vous avez les compétences ». Et ce que je réponds souvent, je ne sais pas, vous avez demandé à Éric Piolle en 2014 s'il avait les épaules et les compétences pour être maire de Grenoble. C'est une question qu'on ne pose jamais aux hommes, c'est des remarques qu'on ne fait jamais aux hommes. Bien sûr qu'on a la solidité, bien sûr que j'ai de l'expérience, j'ai 15 ans de gestion de mairie, je suis urbaniste, je suis solide, je suis une femme ancrée dans ma ville, dans mon territoire et dans ma vie. Donc je saurais évidemment mener cette ville pendant 6 ans si les Grenoblois me font confiance. En tant que candidate de La République En Marche, vous avez, grâce à ça, une base électorale relativement solide, mais vous pouvez aussi faire les frais de la politique du gouvernement, qui, en raison notamment de la réforme des retraites, ne se porte pas toujours très bien. En ce moment, on en est déjà à la 6e semaine de mobilisation. Comment vous gérez ça sur le terrain? Alors là aussi, 2 niveaux de réponse. D'abord... Ce que l'on voit, ceux qui sont violents à notre endroit, et ça a été particulièrement pour mon local de campagne et pendant la campagne, mais même en tant que députée, en fait, sont ceux que l'on voit. Et puis il y a tous ces gens qui ne font pas de bruit, qui ne font pas de manifestation et qui me disent tous les jours: continuez, on a élu Emmanuel Macron pour ça, il faut continuer à réformer la France. Voilà, on a aussi ça, que l'on entend peu dans les médias, mais qui est une réalité. Aussi, je renvoie au score, aux européennes. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes enjeux électoraux, ça va de soi, mais En Marche à Grenoble était devant Europe Écologie Les Verts avec 24% des suffrages. Donc on a un vrai socle de confiance à Grenoble, sur lequel évidemment je m'assois, à qui je veux donner confiance, mais... Vous savez, à l'échelle municipale, je crois que les étiquettes
compte peu. Et pour autant, j'assume tout à fait d'être en marche. Et l'autre partie de la réponse, c'est qu'effectivement, c'est difficile. C'est difficile parce que les militants qui font la campagne avec moi, mes colistiers qui ne sont pas adhérents En Marche, puisqu'on fait une liste de rassemblement, la liste d'ailleurs ne sera pas étiquetée En Marche. L'objectif pour nous, c'est de transcender les étiquettes et de rassembler des gens qui sont modérés, qui sont pragmatiques, qui sont efficaces et qui ont une envie de progressisme, qui ont envie d'un élan, d'un souffle nouveau pour Grenoble. C'est ça l'ambition de notre rassemblement. Et à partir de là, on a eu le soutien des écologistes indépendants qui ont, avec Daniel Martin, créé les Verts en 1995. On a les radicaux, on a évidemment le MoDem, nos partenaires historiques, on a Grenoble Innove qui nous a rejoints. Voilà, donc si vous voulez, on porte ce rassemblement et ça c'est une grande force. Mais évidemment, ces militants-là qui ne sont pas des adhérents En Marche se voient piétinés, insultés, mais très violemment par des gens en disant Macron dehors. Mais les militants disent mais attendez, nous on ne fait pas la campagne de Macron et à la limite on n'est même pas militants de Macron, ils ne sont pas militants En Marche. Donc vous nous parlez de quelque chose qui n'est pas notre sujet. Et évidemment, subsidiairement, quand bien même, on a le droit de parler, on a le droit d'avoir un avis. On n'est même pas dans les extrêmes, en l'occurrence. Après, je pense que les extrêmes ont le droit aussi d'avoir leur parole. Et à un moment, j'ai le droit de faire campagne, on respecte tout le monde. Les militants ont le droit de faire cette campagne. On l'a fait dignement, de façon bienveillante. On ne harcèle pas les gens. Ne venez pas nous harceler, laissez-nous faire notre campagne. Et si vous ne voulez pas écouter ce qu'on a à vous dire, ne nous écoutez pas. Alors, un des pontes, justement, de la République En Marche, Stanislas Guérini, était présent pour l'ouverture de votre local. Marlène Schiappa a failli venir, mais elle en a été empêchée par la grève des trains. Est-ce que d'autres personnalités du parti ont prévu de venir à Grenoble soutenir votre candidature, ou est-ce que, comme vous le dites, finalement, ça doit rester une campagne locale et les gens n'ont donc que peu d'intérêt à voir les grandes figures? J'ai envie de dire les deux en même temps, permettez-moi le jeu de mots, puisque... Et en même temps, on entend dire qu'il serait de mauvais ton d'être En Marche, pas du tout. Les deux en même temps, c'est-à-dire que la campagne et le discours et tout le projet, tout cela doit être local, évidemment, puisque les Grenoblois attendent du projet, attendent du concret, attendent qu'on change leur quotidien. Le rôle d'un maire, c'est finalement d'améliorer la vie des gens au quotidien. C'est ça le rôle d'un maire. Donc il y a cet enjeu-là, mais il y a aussi cette dimension et cette proximité que j'assume avec le gouvernement. Donc il y aura d'autres visites. Je ne vous dirai pas les noms ni les dates, ce sera surprise. Mais bien sûr, parce que j'assume ce lien-là. Et d'ailleurs, c'est un lien qui est très intéressant pour l'avenir de Grenoble. Parce que dans les 2 prochaines années, et si Emmanuel Macron refait un mandat, je ne sais pas, mais c'est toujours un avantage que d'avoir un maire qui est en proximité avec le gouvernement. Parce qu'on fait poids, parce qu'on peut défendre notre territoire dans les enjeux et les grands choix nationaux qui peuvent être faits sur l'émergence de tel ou tel territoire. Donc pour moi, c'est même un atout pour Grenoble que d'avoir un maire qui est maire de la majorité, bien sûr. Après, encore une fois, c'est une liste de rassemblement, donc d'autres idées vont émerger et je les défendrai de la même façon que j'ai défendu le projet pour lequel j'ai été élu député. Alors, vous l'avez évoqué cette semaine, la devanture de votre local de campagne Place Saint-André à Grenoble a été dégradée. Oui. Des plaques de polystyrène imprimées d'images de briques ont été installées pendant la nuit et ce n'est pas la première fois. En décembre, c'est un stand de vos militants qui avait été détruit, place Notre-Dame. Est-ce que vous avez prévu de porter plainte ? Alors, effectivement, sur la séquence du 5 décembre, qui avait été hyper violente pour nos militants Place Notre-Dame, nous avons déposé plainte, bien sûr. Ensuite, sur les autres événements, vous savez, c'est toujours pareil. C'est de dire, est-ce qu'on fait la promo de ces actes-là ? Je ne crois pas. Donc, on ne vous raconte pas, on ne publie pas toutes les petites choses qui peuvent nous arriver assez régulièrement parce que c'est faire la promotion de cela et c'est prendre de l'espace médiatique sur ces actions-là. Or, nous, on veut parler de projet, on veut parler d'avenir, on veut être optimiste, on veut parler de dynamisme. Donc, il y a quelques séquences graves que l'on illustre et évidemment une plainte déposée pour les images là, qui sont diffusées, bien sûr, parce que c'était extrêmement grave, extrêmement virulent et très déconcertant pour des militants qui allaient de 17 ans, on avait des mineurs qui étaient militants, à 84 ans. Pour un monsieur qui tractait pour moi et qui se prend des insultes, on met le feu à des tracts, mais enfin, la dernière fois qu'on a vu qu'on mettait le feu à des éléments politiques ou à des livres, enfin, tout ça est assez hallucinant. Et c'est encore une fois une minorité, une poignée de gens qui décident qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. Eh bien si, et nous ne renoncerons pas, et nous ne sommes que plus renforcés par tout cela, et la bataille est là, et on ne cédera pas à la tentative de menaces ou de nous faire peur. On n'a peur de rien, on y va et on porte notre projet. C'est évidemment une campagne très différente de celle que vous avez vécue pour les législatives. Vous vous attendiez à ce que ce soit aussi dur, violent ?
Oui, c'est incomparable. C'est incomparable parce que lorsqu'on fait une campagne législative, d'abord, elle est beaucoup plus brève, et c'est surtout qu'on porte le projet de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, quand j'ai fait ma campagne législative, je portais le programme présidentiel que je défendais, et on m'a élu pour porter le programme de quelqu'un et faire mon job de majorité pour suivre l'action gouvernementale nommée par le Premier ministre, désigné lui-même par le président de la République. Une campagne municipale, elle est beaucoup plus incarnée. D'abord, c'est mon projet, notre projet d'équipe et de collectif que l'on défend, avec lequel Paris et la République En Marche pourraient être, sur certains axes, pas forcément d'accord, mais peu importe. Moi, j'ai été investie en mettant bien ce cadre de dire, voilà, moi, je veux partir à Grenoble pour telle et telle raison que je vous ai exposée tout à l'heure. Mais par contre, je ne veux pas d'ingérence, je ne veux pas de fléchage, je veux être libre. Vous savez, moi, je suis une femme libre. J'ai toujours été libre dans ma vie, libre en politique. Et si je ne devais pas l'être, je préfère à la limite renoncer à la politique plutôt qu'à mes convictions. Donc, on organise tout cela et ça nous amène à un projet cohérent et que l'on défend sur le territoire et qui nécessite de la proximité. En fait, ce que j'aime dans la territoriale et dans l'ancrage territorial, comme dans mon boulot pendant 15 ans dans une mairie, c'est qu'on parle aux gens. Et les gens nous parlent de leur quotidien, de la question de la sécurité, de je mets 2 heures pour venir à Grenoble, etc. C'est à ça qu'il faut répondre. Et être maire, c'est répondre à ça, répondre à ce quotidien en prenant de la hauteur et en ayant une vision à plus long terme pour le territoire. Et vous avez appelé, suite aux événements notamment de cette semaine, à plus de sérénité dans les débats. Oui. C'est un espoir. J'espère que mes adversaires politiques l'entendront, puisque voilà, j'ai trouvé que les dénonciations étaient quand même bien faiblardes par rapport à ce qui s'est passé à la fois le 5 décembre et ce week-end sur le local. Et en même temps, quand quelques-uns appellent à l'apaisement des débats, alors que les petits pics ne cessent de fuser sur les procédures des uns, des autres, le passé des uns et des autres, franchement, moi, je m'en moque de tout cela. Je veux parler de projet, je veux parler aux Grenoblois, je veux écouter les Grenoblois. Voilà. Et j'ai l'impression, je veux débattre, et j'ai l'impression que pour l'instant, on parle beaucoup du passé des uns et des autres, des histoires, de stratégies politiques, de partis, de gauche, de droite. Parlons de projet, débattons aussi, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu un seul débat. Et je pense que les Grenoblois, qui sont quand même une population j'allais dire, voilà, sensibles à la chose politique, engagés, attendent le débat d'idées. Mais en même temps, cette campagne est évidemment particulière puisqu'elle marque le retour d'Alain Carignon au premier plan. Oui, tout à fait. Puisque vous êtes grenobloise, quand vous étiez jeune, Alain Carignon était peut-être maire. Tout à fait. En fait, était plus jeune, on va dire. Moi, je suis née en 77, j'avais 6 ans quand il a été élu maire. Voilà, pour vous dire quand même le rapport des choses. Et c'est l'argent de mes parents qu'il a volé, qui habitaient à Grenoble, comme de tous les Grenoblois qui payaient des impôts à Grenoble. Donc, je suis assez... ma première réaction, c'était, quand j'ai appris qu'il était candidat, c'était de dire non, c'est pas possible. Ensuite, quand j'ai vu qu'effectivement c'était sérieux et qu'en plus, il y avait une certaine émulation réelle, que je respecte de facto, puisqu'on est en démocratie, je me dis, c'est quand même dingue. Parce que, encore une fois, c'est un homme politique qui sait faire sur le terrain, qui sait séduire. Et moi, mon ambition, mon approche de ça, c'est d'écouter les gens, c'est de proposer un projet pragmatique. Mais à un moment, voilà, je veux dire, on peut pas promettre monts et merveilles alors que le résultat du mandat qu'il a fait a quand même ruiné Grenoble, n'a pas apporté la sécurité qu'on attendait à Grenoble, a déplacé tous les logements sociaux dans le sud de la ville. Enfin voilà, après, effectivement, il y a des choses aussi qu'il a faites et qui ont été une réussite. Mais enfin, globalement... voilà, c'est pas forcément une bonne chose que ce retour. Alors, et puis c'est quel signal pour les gens qui disent on en a marre des élus qui s'en mettent plein les poches, qui ne sont pas respectueux de la loi. Vous êtes d'accord avec le vœu qui a été voté au dernier conseil municipal Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est une démagogie sans nom. Voilà, qui proposait que les élus qui ont été condamnés pour corruption ne puissent plus se représenter devant les citoyens. Non, parce que je crois qu'il y a une échelle des peines en France qu'il faut respecter dans le code pénal, dans le code de procédure pénale. Et je crois qu'il faut aussi raison garder, il n'a tué personne.
Par contre, je serais quand même d'avis que les Grenoblois ne le redonnent pas le pouvoir à Grenoble. Enfin, ça me paraîtrait, voilà. Et je crois en la puissance démocratique et je crois en la responsabilité des Grenoblois vis-à-vis de cette histoire grenobloise. Alors, le sondage commandé par France Info, France Bleu et le Dauphiné que vous évoquiez il y a quelques instants lui accordait donc 20% des intentions de vote, 32% pour Éric Piolle, 18% pour vous. Oui. Avant ce sondage, La République En Marche en avait commandé un autre au début de l'été. Est-ce qu'à votre connaissance, votre parti pourrait commander un autre sondage officieux ? Écoutez, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Nous, on estime qu'en septembre, alors que Éric Piolle et Alain Carignon venaient de faire la promotion de leurs livres respectifs et que je n'avais pas commencé ma campagne, et que nous avons déjà un score de sondage, je reste très prudente, à 18%. C'est très honorable, c'est notre base de départ. Nous avons depuis lancé la campagne depuis 4 mois, évidemment avec un défaut de notoriété, puisqu'on a un maire sortant, Éric Piolle, dont là, évidemment, heureusement qu'il est connu, ce serait la moindre des choses. Et puis Alain Carignon, qui, pour d'autres raisons, est aussi connu. Donc nous, on arrive en outsider, ça fait 2 ans et demi que je fais de la politique, forcément, on est moins connu. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas élu. Regardez Éric Piolle en 2014. Vous avez assisté aux derniers conseils municipaux. Pourquoi vous êtes rendu dans la salle du conseil municipal? Pourquoi ne pas l'avoir suivi comme on peut le faire sur Internet? Parce que je crois que pour saisir l'ambiance d'un moment, il faut être là. Je crois aussi que c'est important pour la campagne de dire aux électeurs, voilà, j'ai mené à côté d'un maire pendant 15 ans un conseil municipal dans une autre ville. Tous les conseils municipaux ne fonctionnent pas de la même façon. Et j'avais entendu dire qu'il y avait quand même une atmosphère assez dure en conseil municipal qu'on ne ressent pas forcément sur les vidéos ou dans les retours que l'on peut avoir. Et donc je voulais sentir ça. Effectivement, l'attention est palpable en conseil municipal. J'ai assisté à 2 d'entre eux, dont celui évidemment avec Alain Carignon, absolument. Mais globalement, il y a un certain... Je suis effarée d'ailleurs, je l'avais tweeté pendant le conseil municipal, du mépris de l'opposition par le maire. C'est assez stupéfiant. Il peut y avoir des combats d'idées, il peut y avoir des différences, etc. Mais cette espèce de condescendance est assez hallucinante. Moi, je n'avais pas vu ça avant. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de conseils municipaux avant cela. Et des conseils communautaires aussi. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça se passe, de voir comment les uns argumentent par rapport aux autres. Vous savez, cette espèce d'atmosphère, d'ambiance. Je suis quelqu'un d'assez instinctif, qui regarde, qui jauge les gens. Moi, j'aime bien sentir les choses. Donc, je suis allée sentir cette température-là. Et vous irez au prochain qui aura lieu en février? Je suivrai le prochain qui aura lieu en février, oui. Alors, il n'est pas non plus élu au conseil municipal, mais il l'a été. C'est Olivier Noblecourt. Est-ce que c'est le candidat dont vous êtes le plus proche? Oh oui, clairement. Clairement, bien sûr. Je veux dire, il était au gouvernement sur un poste éminemment politique jusqu'il y a un mois. Délégué interministériel à la lutte contre les pauvretés. Oui, c'est pas démissionné, exactement. Qui a été acté début janvier. Tout à fait. Donc, tout récemment, il portait la politique de lutte contre la pauvreté pour ce gouvernement, sur un poste, encore une fois, très politique, pas du tout administratif. Donc, bien sûr, il y a une proximité politique immédiate. Il a d'ailleurs, il avait demandé, au vu des scores des européennes, à être soutenu par La République En Marche dans sa démarche municipale. La République En Marche lui a préféré ma candidature pour plein de raisons qui leur appartient à la Commission nationale d'investiture. Donc aujourd'hui, il se présente. Moi, je trouve son profil très intéressant. J'espère que nous pourrons évidemment travailler ensemble. Après, voilà, il lance sa dynamique. Et je sais qu'en son sein, des gens n'accepteront pas la fusion avec moi de la même façon que d'autres personnes n'accepteront pas une alliance potentielle avec Éric Piolle, peut-être au 2e tour. Donc voilà, je ne sais pas comment il va arriver à tenir ces 2 bouts-là, mais voilà, très bien qu'il soit là, c'est la vivacité démocratique, c'est très bien pour Grenoble. Est-ce que sa candidature peut déstabiliser la vôtre ? Non, écoutez, moi je fais mon chemin. Encore une fois, en septembre, on avait déjà un bon score. La campagne est lancée. L'équipe, on a nos 20 colistiers annoncés. Je pense que l'équilibre politique de Grenoble est intéressant pour La République En Marche et pour nos alliés d'aujourd'hui, avec évidemment l'émergence de la société civile qui va venir étoffer de compétences et de jeunesse aussi, et de transmission, notre collectif. Donc non, ça ne nous déstabilise pas. C'est plutôt intéressant de regarder son évolution et puis nous constaterons son score au premier tour. Donc un rapprochement avant le premier tour
ne semble pas envisageable. Ah ben, écoutez, voilà, moi je trouve que ce sera intéressant, bien sûr, s'il veut venir nous rejoindre et compléter de son regard d'expert sur la question de la pauvreté et l'action sociale, ce sera évidemment bienvenu. Après, on a d'autres gens qui sont experts de ce sujet, mais il aurait toute sa place avec nous, bien sûr. Olivier Noblecourt nous a confié que s'il n'arrivait pas en tête au deuxième tour, il prendrait ses responsabilités pour éviter une élection d'Alain Carignon. Est-ce que c'est ce que vous envisagez également? Alors, quand on analyse cela, ça veut dire qu'il considère que c'est soit lui, soit Alain Carignon en deuxième position. S'il n'arrive pas en tête au premier tour, s'il y a plusieurs candidats, puisque tous les candidats Bien qui sûr. auront obtenu 10% pourront se maintenir, Voilà. il fera Donc, ce qu'il faudra pour éviter eh bien, écoutez, qu'Alain Carignon soit puisque en tête nous du second serons tour. ou premier ou deuxième au premier tour, qu'ils nous rejoignent et nous pourrons battre Éric Piolle et évidemment mettre à la marge Alain Carignon. Alors j'avais demandé la semaine dernière à Olivier Noblecourt, qui était à votre place, de vous poser une question. La voilà, on va l'écouter. Je lui demanderais simplement aujourd'hui comment elle se situe politiquement En Marche dans l'offre actuelle. Est-ce qu'elle pense qu'elle peut incarner un avenir pour les électeurs du centre droit qui aujourd'hui ne peuvent pas se reconnaître dans la candidature d'Alain Carignon? Ou est-ce qu'elle souhaite s'agréger à des dynamiques de gauche qui sont l'histoire de cette ville? Il y a aujourd'hui une interrogation au niveau national assez forte sur le positionnement et sur la signification de l'identité d'En Marche aujourd'hui. Je sais qu'Émilie Chalas a des valeurs et un parcours qui lui font plutôt venir de la gauche, mais je serais intéressé de savoir comment elle se définit aujourd'hui. Alors Émilie Chalas, qu'est-ce que vous répondez à Olivier Noblecourt? Je suis très surprise par la nature de la question parce que ça ancre encore le débat sur les étiquettes gauche-droite. Tout l'intérêt d'En Marche et tout l'intérêt au-delà d'En Marche de mon engagement à la fois à l'Assemblée et à la fois pour Grenoble, c'est de sortir et de transcender ces étiquettes. Quelle que soit mon origine politique, quels que soient ceux des électeurs ou de ceux qui nous rejoignent, on fait un rassemblement dans l'intérêt de Grenoble. Si des gens de la gauche veulent nous rejoindre avec leurs idées parce qu'elles sont bonnes et que les gens sont motivés, qu'ils ont des compétences, qu'ils viennent. S'il y a des gens de la droite qui ont des idées, qui ont des compétences et qui veulent les porter, qu'ils viennent. Donc nous rassemblons tout ça dans un projet autour de Grenoble, autour, certes, de cette personnalité incarnée et de mon parcours et de qui je suis, qui rend très singulière finalement cette élection, en tout cas qui la rend toujours singulière parce qu'elle est toujours incarnée, et de ce que je propose et de ma façon d'être et le fait que je sois une femme et une jeune femme et une grenobloise et de la compétence, voilà. Tout ça joue, bien sûr. Eh bien, nous rassemblons. Donc, l'enjeu, c'est pas de savoir quel est mon positionnement par rapport à la droite, quel est mon positionnement par rapport à la gauche. C'est quel projet je porte pour Grenoble et qu'est-ce qu'on propose pour améliorer le quotidien des Grenoblois. C'est ça la vraie question. Alors, pour compléter la question d'Olivier Noblecourt, Mathieu Chamussi, leader de l'opposition municipale, qui menait la liste Les Républicains en 2014, mais qui a quitté les Républicains, c'est pas franchement un proche d'Alain Carignon. Est-ce qu'il pourrait vous rejoindre? Est-ce que vous vous êtes rencontrés? Oui, on se rencontre, on se parle régulièrement. D'ailleurs, au conseil municipal, on s'est croisés, bien sûr. On discute régulièrement de la situation et de la campagne. Je trouve toujours intéressant d'avoir le regard de gens qui ont œuvré depuis des années à Grenoble. D'ailleurs, dans mon collectif, il y a des gens qui ont été engagés à Grenoble, des gens qui ont une expérience de la politique locale et qui viennent comme transmetteurs de savoir. Il ne faut pas faire un projet contre l'histoire politique de Grenoble, contre Grenoble. Il faut vraiment se servir de l'histoire, s'ancrer dans ce qui a mené Grenoble aujourd'hui pour en prendre toute la part de puissance, de ce qu'on a fait de bien, de ce qu'on a fait de moins bien, et d'avancer vers ce projet-là. Donc Mathieu Chamussi, je l'écoute, bien sûr. Aujourd'hui, il n'est pas dans les colistiers que nous avons présentés. Peut-être le sera-t-il, peut-être pas. Ce qui compte d'abord, c'est le projet. Alors, vous avez présenté donc 20 noms la semaine dernière, parmi lesquels Olivier Six et Cécile Prost de La République En Marche. Ils ont digéré la petite déception. Oui, bien sûr, mais vous savez, c'est ça aussi la politique. C'est qu'on fait des choix et puis après on crée un collectif, on avance. Je suis certaine que si Olivier Six ou Cécile Pro avaient été investis, je me serais engagée à leur côté, je les aurais soutenus bien évidemment. Ça fait partie du rôle et c'est très bien cette effervescence, cette envie de gens nouveaux, de la société civile qui ont envie de s'engager. Et c'est bien pour ça que je leur ai laissé une place forte dans notre collectif et qui font partie des 20 premiers colistiers annoncés. Et puis certains adjoints de Michel Destot, comme Jeanne Jordanoff ou Marie-Claire Népi. Oui. C'est vous qui leur avez demandé ou elles se sont... Oui.
Non, c'est moi Notre collectif a dit il faut aller chercher ce savoir-faire-là, cette sensibilité-là, dans un souci de transmission, dans un souci de sensibilité politique aussi, un éclairage de comment ça fonctionne et pour que tous les gens de la société civile qui seront sur le collectif puissent tout de suite saisir le fonctionnement de la collectivité. Parce qu'évidemment, moi, je la connais bien, mais il faut qu'on soit opérationnel tout de suite. En avril, les premiers projets vont devoir sortir, s'inscrire, etc. Il ne faut pas qu'on perde 2 ans. Regardez, au début du mandat en 2014, on a perdu du temps parce que tout ce collectif ne savait pas du tout comment fonctionnait une collectivité. Donc là, il s'agit d'être efficace tout de suite. Donc des enjeux de formation, des enjeux de compétences et de réactivité pour lancer les projets et changer complètement la donne pour Grenoble dès mars 2020. Et puis Jean-Claude Borel-Garin, ancien directeur des services de police de Grenoble, ancien patron du RAID, aujourd'hui retraité de la police, une figure de la sécurité. Comment l'avez-vous convaincu de vous rejoindre ? Je ne sais pas comment je l'ai convaincu, je pense que c'est plutôt à lui de répondre à cette question, mais de ce qu'il m'a dit, l'énergie et la sincérité. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu as une énergie folle et en fait, quand on t'écoute parler, on n'a qu'une envie, c'est de dire, ouais, t'as raison, fonce, c'est génial, on y va. Cette espèce d'enthousiasme optimiste, joyeux. La politique, c'est pas qu'un sacerdoce, c'est quand même de l'ambition, c'est un projet, c'est du vivre ensemble, c'est quand même assez génial, franchement. Donc, il y a vraiment de quoi faire en plus à Grenoble. On a des beaux atouts, on a des associations motivées, on a un potentiel incroyable. Donc, il y a vraiment de quoi s'appuyer pour porter un beau projet politique. Donc, d'abord l'enthousiasme et puis la sincérité parce que je ne suis pas prête à tout. Pour être élue, je crois en ce que je dis, en ce que je porte, ça se sent, me semble-t-il. En tout cas, c'est les retours que l'on me fait. La sincérité, que Grenoble peut vraiment prendre un autre chemin que la décroissance, peut vraiment plaider les qualités des chances et la réussite éducative pour tous, peut vraiment porter la transition écologique de façon exemplaire en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, on a les moyens d'œuvrer sur ce territoire avec un projet... Pardonnez-moi la familiarité, mais qui a de la gueule. Ayons un peu d'ambition pour ce territoire, d'énergie et de joie. Et je crois que tout ça a embarqué Jean-Claude. Et évidemment, les questions de la sécurité à prendre frontalement. Il faut s'en occuper. C'est l'un des axes forts de votre campagne. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place, par exemple ? C'est un fervent défenseur de la vidéosurveillance ? Oui, eh bien, nous l'avons annoncé tout à l'heure en conférence de presse. Il y aura effectivement l'installation de la vidéoprotection et la proposition d'un centre de surveillance urbaine. Je crois que la délinquance n'ayant pas de frontières administratives, il faut sortir des frontières et proposer un dispositif à l'échelle métropolitaine. Donc nous, on va s'engager évidemment pour Grenoble et nous plaiderons ensuite à la métropole pour un changement d'échelle et une dynamique de ce qu'on appelle le CISPD, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, plus actif. Aujourd'hui, il se réunit une fois par an. Il va falloir se réunir une fois par mois et mettre tous les acteurs de la sécurité autour de la table, y compris l'État, y compris les gendarmes, y compris les établissements scolaires. Il faut relancer la dynamique. Il faut mettre tout de suite le holà sur les questions d'insécurité. Vous proposez également d'armer les policiers municipaux ? Alors, là encore, je n'aime pas le débat pour ou contre l'armement de la police municipale. Ça dépend quelle mission on veut leur donner. Donc, je n'ai pas de dogme à ce sujet. Si on veut, et ça fait partie de mon ambition, que les policiers municipaux patrouillent avec la police nationale, la règle, c'est qu'ils soient armés. Pour être armés, il faut qu'ils soient formés et ils auront des tests d'aptitude pour être armés. Donc, évidemment, quand on va mettre en œuvre ces patrouilles, ces policiers-là seront armés. Mais on va faire une brigade de proximité, où on va territorialiser la police municipale pour que les policiers municipaux connaissent leur quartier de Grenoble, les commerçants, les acteurs, les habitants, qu'ils soient repérés, qu'ils aillent dire bonjour. De proximité, en fait, ça compte. Mais la police de proximité, ça existe aussi de façon étatique. Oui, la police nationale, oui, bien sûr. Mais là, l'idée, c'est de faire de la police municipale le premier élément de cela. La police nationale est un relais lorsqu'il y a une difficulté. Mais la proximité doit aussi passer par la police municipale. Et cela, pour ceux qui ne le souhaiteront pas, évidemment, on n'est pas obligé d'être armé. Donc, ce n'est pas un dogme pour ou contre l'armement. C'est l'opportunité en fonction des missions que l'on va faire à la police municipale. Dans la nuit de dimanche à lundi, chez Enedis à Cessiné-Parisé, 11 véhicules ont été détruits, ainsi qu'une partie du hangar du fournisseur d'électricité. Oui. Comme une douzaine d'incendies depuis 2017 dans l'agglomération grenobloise, il a été revendiqué sur une plateforme anarcho-libertaire et les auteurs courent toujours. Qu'est-ce qu'un maire peut faire contre ça ? Enfin, en tout cas, pour aider... D'abord, le dénoncer fermement et clairement. Sur cet incendie-là, effectivement, le maire l'a dénoncé. Tout ce d'avant, c'était beaucoup plus faible comme position politique. Il y a, je crois, il y a quand même eu une grande responsabilité à l'hôtel de ville. Bien sûr. Il y a, je crois, pour un maire, une grande responsabilité dans son discours politique, dans sa posture et dans les moyens qu'il déploie pour la mise en œuvre. Lorsqu'on a aujourd'hui un maire qui refuse ou qui discute mal avec la direction de la police nationale, avec le préfet
On l'a vu, c'était public, des désaccords majeurs. Comment voulez-vous que les partenaires et les acteurs de la sécurité puissent mener ensemble cette bataille? Ça laisse le champ libre à tous les possibles, au trafic de stupes, aux anarcho-libertaires d'incendie, etc. Donc, bien sûr, et puis cette espèce de résistance dogmatique à la vidéoprotection est hallucinante. Par exemple, j'en reviens sur les incendies, c'est vrai, mais sur l'emmurement du local de campagne, il y avait 4 caméras sur la place, voilà. 2 ne marchaient pas, donc on n'a aucune image. Voilà. Je suis désolée, mais à un moment, les faits sont là. Donc, il ne faut pas être dogmatique. Il faut aller chercher des outils pour lutter contre l'insécurité, faire baisser la délinquance à Grenoble, la petite délinquance comme la grande délinquance, de façon à répondre à la tranquillité publique qu'attendent tous les Grenobloises et les Grenoblois. Enfin, ça me paraît indispensable. Et pour ça, il y a la vidéoprotection, il y a la police municipale, il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles on va évidemment œuvrer et proposer aux Grenoblois et qui vont répondre ou pas aux enjeux d'insécurité. Et si ça ne marche pas, on fera autrement. C'est-à-dire, il faut pas, la politique locale et la politique en général, il faut sortir de l'idéologie et des certitudes. On ne peut pas être dans la certitude. Il faut être dans le pragmatisme. Voilà, et de dire, on va faire ça, ça marche ou ça marche pas. Puis on corrige si ça marche pas, on continue, on renforce si ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Une autre thématique de ces municipales, l'environnement. Alors à Grenoble, oui, évidemment, on en parle beaucoup puisque nous avons pour l'instant le maire de la le maire d'une plus grande ville de France, de plus de 100 000 habitants. Vous avez proposé, si vous étiez élu, de planter 50 000 arbres à Grenoble. La ville en compte aujourd'hui 36 000. Vous les plantez où, ces arbres ? Alors, où est-ce qu'on plante des arbres? D'abord, un mot quand même, parce que l'expression qu'on a eue sur le volet écologique de notre projet n'a été retenu que cet élément des 50 000 arbres. Bien sûr, il fait parler, ça va de soi, mais c'est en fait un dispositif global de ville-nature que l'on propose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment renverser la table en matière d'écologie à Grenoble. On ne peut pas faire des mesurettes. Donc il faut végétaliser absolument la ville. Aujourd'hui, 92% de la surface de la ville de Grenoble est artificialisée. 92%. 14 mètres carrés par habitant d'espace vert à Grenoble. La moyenne des autres villes centres de France est à 40 mètres carrés. À Strasbourg, ils sont à 100 mètres carrés par habitant. Est-ce que ça a changé en 6 ans avec un maire écologiste? Non. La pollution atmosphérique, autre enjeu. On est classé dans les plus mauvaises villes de France sur les questions de dioxyde d'azote, dioxyde de carbone et particules fines. C'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne. Est-ce que la qualité atmosphérique s'est améliorée avec un maire écologiste en 6 ans? Non. Les embouteillages, autre mal des Grenoblois à Grenoble dont on a cesse de parler. Est-ce qu'en 6 ans, les embouteillages ont été améliorés à Grenoble? Non. Donc, si vous voulez, tout ça doit être révolutionné. Et la ville nature, c'est de repenser les mobilités, de proposer des solutions de verdissement, de rafraîchissement de la ville aussi. Grenoble, lorsqu'on est place Vaucanson, l'été, mais en plein mois d'août, place Vaucanson, vous savez, on voit ça fait comme dans les déserts, des espèces de mirages comme ça, où la nappe bétonnée donne de la chaleur, restitue de la chaleur. Il faut lutter contre les îlots de chaleur. Quels îlots de chaleur a-t-il défait notre maire sortant en 6 ans? Aucun. Donc il y a vraiment du boulot pour le faire concrètement. Il ne suffit pas d'afficher une étiquette écologie les Verts pour le rendre concret. Il faut le faire. Donc il est une chose de parler de la révolution écologique, c'en est une autre de la faire. Et nous proposons de la faire. Et les 50 000 arbres, pour répondre à votre question, place Vaucanson va être transformée, vous verrez. Et pour répondre à votre question sur les 50 000 arbres, là aussi, il faut penser autrement, à une autre échelle. On a ces exemples, et j'ai fait exprès parce qu'elles sont un peu provocantes, à Turin et Milan, d'immeubles forêts. Alors évidemment, ce sont des tours gigantesques, il ne s'agit pas de faire des grandes tours à Grenoble, n'y voyez pas là, voilà. Mais c'est de dire, on sait faire de la nature aussi, dense, concentrée, en hauteur. Il faut végétaliser les terrasses, il faut mettre des arbres sur les toits, il faut végétaliser les toitures, il faut redonner de la fraîcheur et faire de Grenoble une ville d'eau pour rafraîchir la ville. Donc ces arbres-là vont être plantés partout, à toute opportunité, et pas que sur le domaine public. Là aussi, il faut changer d'échelle. Il faut créer des partenariats avec les constructeurs, par exemple, les promoteurs immobiliers. Il faut leur faire aussi construire du logement, bien sûr, de transformer la ville, mais aussi leur faire planter des arbres. Donc tout ça participe d'un partenariat de tous les acteurs. Et ce n'est pas juste sur le domaine public, en comptant les arbres et combien ça coûte. Évidemment, c'est ahurissant. C'est assez pense-petit, à vrai dire. Il faut penser grand. Et vous savez qu'à Toulouse, ils annoncent 100 000 arbres. Angers, 60 000. Donc, vous voyez, on est petits bras avec nos 50 000 arbres.
Alors pour terminer, comme à Olivier Noblecourt la semaine dernière, je vais vous demander à vous aussi de poser une question au prochain invité du Récap Info qui sera Alain Carignon. Qu'est-ce que vous aimeriez lui demander, Émilie Chalas? Alors, assez simplement, cher Alain Carignon, comment osez-vous proposer un projet irréalisable budgétairement, les Jeux Olympiques d'été? Comment osez-vous proposer un projet dogmatique en mettant la mairie à la Villeneuve? Et comment osez-vous proposer un projet daté d'un autre âge en proposant, par exemple, là aussi, le monorail, qui était un projet dont on a les plans, on les a ressortis des années 60. C'est pas sérieux. Merci beaucoup, Émilie Chalas. Le message sera passé. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez sur Récap Info vendredi à 21h, samedi à 13h et bien sûr en replay sur notre site télégrenoble.net. À très bientôt.